Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir sur cette pitch zone. Je m'appelle Xavier Domange, je suis le fondateur de Cœur et Canopée. Et aujourd'hui, je suis là pour pour vous parler des bailleurs. Ces fameux bailleurs, savoir ce qui va moins bien. Et je vais commencer par vous parler de leurs enjeux. Aujourd'hui, c'est pas facile d'être un bailleur. Il y a pas mal de soucis. On va commencer avec le premier. Il y a des gens qui nous parlent de ça pour 2050. Et ça, c'est pas très réjouissant. Et le souci, c'est que dès aujourd'hui, les bailleurs sont concernés parce qu'ils ont déjà le souci de ça. Des îlots de chaleur urbaine, c'est pas dans le futur, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, ça arrive déjà. C'est pas la seule chose, parce qu'avec ce climat qui va un petit peu dans tous les sens, on a aussi des soucis de ce style-là, qui fait que subitement, une résidence peut se retrouver les pieds dans l'eau, ce qui peut être sympa en été, mais en général, ça arrive plutôt en hiver, donc c'est plutôt un inconvénient. Comme on parle des enjeux et des problèmes qui peuvent se poser, j'en cite un de plus, c'est que l'État attend de vous que vous soyez force de proposition sur beaucoup de sujets différents, ce qui fait que finalement, vous avez quand même pas mal de taf en plus. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi quelques exigences qu'on appelle RSE ou CSRD sur lesquelles il faut arriver à présenter des choses intéressantes. Alors nous, chez Cœur et Canopée, maintenant qu'on a fait le tour des problèmes, plutôt que d'être dans la banalité et puis de vous parler de solutions, on va vous parler d'autres problèmes, de problèmes que vous n'avez pas encore envisagés peut-être, et on va en faire un de plus pour penser hors de la boîte. Et ce souci, c'est la biodiversité. La biodiversité, vous en avez probablement entendu parler plusieurs fois, c'est l'ensemble du vivant, et cette biodiversité, ce qu'il y a de problématique, c'est qu'elle s'effondre. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte, mais tout ce qu'on fait, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, repose sur la bonne santé de cette biodiversité. Donc on a besoin d'elle. Maintenant qu'on a fait le tour des problèmes, en tout cas ce dont on va parler, je vais vous parler de la biodiversité un peu différemment et vous proposer de jeter un œil à ces 4 cartes de Paris. Sur la première, vous avez les poches de biodiversité. La deuxième, vous avez les îlots de chaleur. En bas, c'est la pollution de l'air, c'est marqué dessus. Et enfin, les zones de bonne absorption de l'eau. Ce qu'il y a de super intéressant avec ces 4 cartes, si vous les regardez bien, c'est qu'en fait, elles se superposent. Et dans les zones où vous avez une biodiversité qui est adaptée, non seulement vous allez avoir de plus en plus de biodiversité, mais vous allez aussi avoir de la fraîcheur, vous allez avoir de l'eau qui est bien gérée, qui est facilement absorbée, et une qualité de l'air qui est bien meilleure que ce qu'il y a ailleurs. Cette façon de voir la biodiversité, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'en ayant une biodiversité qui est adaptée, on peut régler pas mal de nos soucis. Et ça, c'est quelque chose qu'un botaniste qui s'appelle Miyawaki, et donc vous avez compris à son nom qu'il n'était pas breton, quelque chose qu'il a bien compris, puisque lui s'est intéressé très tôt à la biodiversité en disant comment est-ce que sur une zone qui a service d'activité humaine, je peux ramener la meilleure biodiversité possible. Il a fait ses recherches et il a trouvé que la meilleure biodiversité, on la trouve en particulier dans ce qu'on appelle les forêts anciennes. Alors vous connaissez sûrement le terme de forêt primaire. Ce sont des forêts qui n'ont jamais été touchées par l'homme. Les forêts anciennes, c'est différent. C'est des forêts qui ont pu être touchées par l'homme, mais il s'est passé suffisamment de temps depuis l'exploitation pour qu'aujourd'hui, on n'en voit plus la trace. Donc c'est des forêts qui ont entre 2 et 300 ans, donc qui ont été en libre évolution pendant un bon bout de temps. Dans ces forêts, on a plein de choses qui nous intéressent. D'abord, elles peuvent se guérir toutes seules après un événement traumatique. Sécheresse, inondation, bourrasque, maladie, etc. Ensuite, elles peuvent s'adapter à l'évolution des conditions climatiques. Très intéressant. Enfin, elles sont sobres en eau, autonomes en entretien, et surtout, elles peuvent accueillir toute la biodiversité historiquement locale. Ce que notre botaniste s'est dit, c'est que puisque sur ces forêts natives, il y a les qualités qui nous intéressent, regardons un peu leurs caractéristiques, quelles essences, quelles proportions, quelle densité, quel type de sol, et en reproduisant ces caractéristiques sur nos territoires urbains, la végétation qui va pousser va pouvoir reproduire toutes ces qualités dont on a besoin aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la méthode Miyawaki, et c'est ce que nous faisons chez Cœur et Canopée. On va s'inspirer, par exemple, quand on va planter à Paris, on va aller regarder les forêts anciennes dans le pourtour de Paris, typiquement ici, la forêt de Rambouillet en bas à l'ouest. On va regarder les parcelles qui ont été en libre évolution, et on va s'en inspirer pour retrouver la biodiversité, donc arbustes, buissons et arbres de grande taille, qui va nous permettre de replanter quelque chose de résilient dans la capitale. En quelques mots, on a 3 grands principes. Donc le premier, c'est retrouver les essences de l'évolution végétale naturelle.
La deuxième, c'est un gros travail du sol. Et la troisième, c'est planter très densément. On met en terre 3 plants par mètre carré. Et vous allez voir pourquoi c'est important de le mentionner. Ici, vous avez une petite forêt Miyawaki qui a 2 ans. Comme vous pouvez le voir, elle se porte bien. Elle est fournie à tous les étages. On met en terre les plants quand ils font entre 20 et 80 cm. Donc là, on a une bonne croissance. Et cette croissance va se continuer, puisque là, vous avez une forêt plantée en 2022, la même, avec le même angle en 2024. Donc ça pousse bien et densément. Ici, chez Espacil Habitat, fin 2021, et la même en juin 2024. Donc on a quelque chose, quand on respecte, enfin, quand on va dans le sens de ce que nous indiquent les écosystèmes naturels, on a les moyens, en donnant un petit coup de pouce qui va dans la bonne direction, d'avoir des résultats spectaculaires. Et là, il n'y a pas d'engrais. On a mis du compost, on a mis un peu de copeaux, on a mis un peu de tonte, suivant ce que le sol avait besoin, mais ce n'est pas de la magie. Ça, c'est juste la vie quand on en prend soin, quand on voit dans quel sens elle veut aller et qu'on encourage ce sens. Alors, pourquoi ça marche? Eh bien, parce qu'on s'appuie sur les écosystèmes naturels. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut pour rétablir la vie du sol, qui vont être les meilleurs auxiliaires de croissance de nos arbres, etc., etc. Je pourrais en parler longtemps, je ne vais pas trop le faire maintenant. Mais nous, du coup, Cura Canopée, je vais vous parler un peu plus de nous. Cette photo n'est pas pour dire qu'on encourage le travail des jeunes enfants, mais c'est plus pour vous dire que nous, on fait des plantations participatives, dans lesquelles, effectivement, on va impliquer différents types de personnes. Pourquoi? Parce qu'on a fait le constat qu'il y avait 2 situations. La première, c'est qu'il y a ce réchauffement climatique dont on a un peu parlé, qui est complexe parce qu'il est systémique. Et comme il est complexe, c'est un deuxième effet qui se coule, c'est que c'est difficile pour une personne du commun des mortels de savoir ce qui est une bonne action face à ce changement systémique. Du coup, ce que nous, Cura Canopée, on propose de faire, c'est d'installer des petites forêts urbaines en suivant la méthode que je vous ai présentée. On les met en place sur des surfaces à partir de 100 mètres carrés, c'est-à-dire environ 8 places de parking. Et on les met en place de façon participative avec la communauté qui a le plus de sens pour la personne qui plante. Typiquement, si on plante avec des bailleurs sociaux qui ont parfois des enjeux, avec des populations qui sont plus ou moins impliquées, des personnes qui peuvent avoir différents sujets à traiter, eh bien, ça va permettre de rassembler les personnes sur un événement festif à sens, dans la durée, qui va jouer pour le meilleur de leur territoire. Et ça a beaucoup de valeur. Pour les mettre en mouvement, eh bien, on sait que ce n'est pas forcément évident parce qu'ils ne sont pas tous nécessairement passionnés par le végétal. Et du coup, on a mis en place, à travers différents éléments, un parcours dont la première étape est un atelier qui a lieu avant la plantation. Et sur ce premier atelier, on invite notre client bailleur à proposer un peu de nourriture gratuite. Café, déjeuner, petite viennoiserie, parce que c'est une expérience qui a été démontrée. Quand il y a un peu de nourriture, les gens ont plus envie de venir. Si au premier atelier, on fait bien notre taf, ils viendront au deuxième atelier, même s'il n'y a plus de nourriture gratuite. Si au deuxième atelier, on fait bien notre taf, ils vont venir planter, même s'il pleut. Et pendant la plantation, si on a mal fait notre taf, eh ben c'est pas grave. Maintenant que les gens, ils ont compris, qu'ils ont posé leurs questions et qu'ils sont critiqués, qu'ils ont eu leurs réponses, qu'ils ont pu adhérer, qu'ils ont mis les mains dans la terre, maintenant, ils n'ont qu'une envie, c'est de voir ça grandir. Et ça, je ne vous parle pas d'un petit monde hypothétique. Sur les 20 forêts qu'on a plantées, on a déjà des communautés qui suivent et qui nous envoient des photos. Ça, c'est le résultat qu'on veut avoir. Pourquoi? Parce que pour un bailleur, entre autres, ça a une grande valeur. Ça veut dire que quand il y a un souci, plutôt que le locataire se dise au bout de 2 mois, bon, là, je vais vraiment aller prévenir le gardien, même si je l'aime pas trop, parce que mon dégât des eaux, il me fait suer. Et bien là, ça va plutôt être, hey, je vois que j'ai une fuite, je vais aller parler avec Erwan ou Antoine, qui connaissent maintenant parce qu'ils ont planté ensemble, et ça va nous faire un bon moment, et on va prendre les problèmes bien en amont. Et tout ça, ça permet que tous les soucis du quotidien deviennent solutionnés de façon beaucoup plus fluide. Nous, Cura Canopée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'occupe de tout pour que ce soit simple pour le bailleur. C'est-à-dire qu'on vient faire une AMO en s'occupant aussi bien de la conception que des travaux, que du déroulé et le suivi des achats logistiques, que de la formation des volontaires, de la plantation coordonnée et même du suivi et de l'entretien, qui est un suivi et entretien qui, si vous m'avez bien suivi, n'est que temporaire, puisque au bout de 2 à 3 ans, les petites forêts deviennent autonomes. Autre avantage, donc ça ne vient pas impacter vos charges locatives, puisque finalement, après cet entretien dans lequel nous on est impliqué avec vos locataires, et bien finalement la petite forêt vit sa vie toute seule et vous n'avez plus besoin de vous en occuper.
Comment est-ce qu'on peut passer à l'action si jamais vous êtes convaincu et que vous vous dites mais c'est absolument génial, c'est pile ce qu'il me fallait et je suis content d'être là maintenant parce que c'est vraiment ça qui me manquait dans ma journée. Eh bien, on commencerait par se rencontrer pour identifier quels sont vos enjeux. On a des bailleurs qui viennent nous voir parce qu'ils veulent stocker du carbone. C'est pas notre préféré, mais soit. Il y en a d'autres qui viennent nous voir parce qu'ils ont un niveau de chaleur, ils ont déjà isolé ou ils pensent à isoler, mais ça fait une addition qui est dingue et ils n'ont pas ce budget aujourd'hui, ou alors ils ont déjà isolé par l'extérieur, mais le thermique, ça augmente quand même au fur et à mesure de l'été, donc ils ont besoin d'autre chose. Et la microforêt, c'est une façon de prendre soin de votre thermique du bâtiment sans toucher au bâti lui-même. Enfin, il y en a qui viennent pour les côtés plus enjeux ou parce que la mairie leur demande d'être actifs. Bref, vous allez venir nous voir parce que vous avez un des enjeux et un autre rôle, ça va être de vous montrer tous les liens de ce à quoi vous allez répondre en faisant juste une petite forêt. Que ce soit le confort d'été, la déconnexion des eaux de pluie du réseau, que ce soit la mise en route de vos locataires avec votre personnel, que ce soit la biodiversité, votre CSE, etc., etc. La petite cerise sur le gâteau, c'est que si jamais vous étiez en quartier prioritaire de la ville, après avoir fait la microforêt, ça vous ouvrira la porte à de l'exonération de la TFPB, ce qui est aussi très intéressant. Une fois qu'on a identifié les enjeux, on regarde sur quel emplacement on pourrait le faire. Si jamais ça vous tente, vous nous envoyez des photos du site et nous on fait un diagnostic à distance, possible ou pas. Si c'est possible, on fait une visite de site et ensuite c'est le kick-off. Je vous montre un petit cas d'usage avec Neolia, qui est peut-être là au moment où je vous parle, avec qui on a parlé de 3 micro-forêts, puisque eux, ils étaient partis sur faire une transition digitale, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ce n'était pas compatible avec l'objectif de RSE, et qu'ils se disent, en fait, on va faire une transition écologique, c'est plus intéressant, et en plus, ça va mettre du coulant dans notre social. On en a fait 3 avec eux, à Strasbourg, à Besançon et à Mulhouse. Leur conclusion, leur citation, c'est que par le biais des plans, on a amené plus d'humanité dans la relation. En termes de relations humaines, c'était du vin, c'est comme de l'eau et du vin entre l'avant et l'après la microforêt. Donc c'est très très bien. Et puis enfin, on a transformé notre image auprès des clients. On était loueur, on est devenu partenaire de la qualité de vie. Et nous, ce sont ces belles histoires-là qu'on a envie d'écrire avec vous, si jamais vous vous êtes retrouvés dans l'un ou l'autre des enjeux. C'est la fin de la présentation, mais je voulais vous laisser avec des petites touches. Je suis ravi de vous avoir parlé déjà de végétal et un peu moins et de vivant. Et pour continuer, donc, comme vous l'avez compris, le botaniste, c'était donc un japonais. Et on va regarder un petit peu de culture japonaise, à travers 3 petits mots qu'on va regarder ensemble. Le premier, c'est yui. C'est le fait qu'au Japon, il y a une vraie culture de participer ensemble aux travaux communs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans notre méthode. C'est-à-dire que les locataires vont être invités à participer à un commun. Et on sait que ce n'est pas forcément leur première envie le matin. Du coup, nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte, à travers l'atelier, de comprendre en quoi ce commun les impacte et de leur donner envie d'y aller. On ne vous garantit pas qu'après, ils vont se mettre à construire des résidences comme les Japonais, mais ça commencera par une petite forêt. Le deuxième mot important que je vais vous donner, c'est le mot somochi. C'est un mot japonais qui veut dire « isolés, nous sommes faibles, mais ensemble, nous sommes forts ». Et c'est un mot qui est particulièrement déployé dans le cadre des maisons traditionnelles japonaises qui sont faites avec des matériaux fragiles, hein, du papier, de la paille, du bois, mais qui, assemblés astucieusement, font des bâtisses qui sont capables de résister aux typhons et aux tremblements de terre à répétition. Et c'est vraiment quelque chose qu'on déploie dans notre approche, aussi bien au niveau du végétal, où on va avoir des arbustes, des buissons, des arbres de grande taille, qui vont s'aider les uns les autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins au même moment, donc ils sont complémentaires. Et aussi dans l'approche humaine, où autour d'une plantation, vous allez avoir à la fois des locataires, du personnel qui va découvrir le locataire sous un nouveau regard, des élus, et éventuellement une tierce qui va être soit le CCAS du coin, une école, un centre sportif. Tout ça pour permettre qu'il y ait vraiment un tissu social qui se développe et qui se crée. Et enfin, le dernier mot sur lequel je vais vous laisser, donc il y a eu yui, il y a eu somochi, le dernier le plus compliqué, c'est yaoyorozu. Yaoyorozu, ça veut dire 800 000 dieux sous les cieux. Au Japon, la spiritualité dominante, c'est le shintoïsme, qui considère qu'il y a un dieu dans chaque chose. Donc dans chaque être, mais aussi dans chaque chose, y compris dans ses télécommandes. Et je vous invite à passer une journée en pensant comme un Shinto. Et je vous jure, ça va changer votre vie pour une journée.
Ce qui est intéressant, en tout cas, dans le micro-forêt, c'est que c'est comme ça qu'elles sont nées. C'est-à-dire qu'il y a eu des zones qui ont été sanctuarisées dans certaines parties du Japon, où il y avait un temple. Et du coup, par respect pour le dieu du temple, on a laissé tranquille non seulement le dieu du temple, mais aussi tous les dieux aux alentours. Et ça veut dire que pendant des longues périodes de temps, 500 ans, 600 ans, la zone végétale a évolué en libre évolution. Et c'est ce qui a permis de faire naître des petites zones de végétation extrêmement résilientes, tellement résilientes que sur les plages de Fukushima, au lendemain du raz-de-marée qui a ravagé la côte, il y avait des bâtiments qui tenaient encore debout. C'était ceux qui étaient protégés par ces petites forêts laissées en libre évolution. Voilà, c'était un micro-voyage, ça tombe bien, on fait des micro-forêts. J'espère que ça vous aura intéressé. On est donc cœur et canopée. Pour une fois, j'ai pensé à passer à la dernière slide que j'oublie à chaque fois. Ah oui, ça c'était les titres prévus, parce qu'il fallait 40 caractères, donc c'était votre confort d'été résilient et exonéré, ce qui est quand même assez aguichant. Mais sachez que le titre complet auquel vous avez échappé, c'était votre confort d'été résilient, exonéré, participatif, engageant, porteur de sens, fédérateur durable, facilitateur social, capteur de pollution et drainant. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et voilà donc notre dernière slide, on y est. On est au stand E62, n'hésitez pas à venir nous rendre visite, ce sera un vrai plaisir. Et puis à la joie de soutenir le vivant ensemble. Très bon congrès.